professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Tout le monde se souvient évidemment que l'exposition universelle, c'était ici même à Montréal en 1967, mais quasiment chaque année maintenant, il y a une exposition universelle. En 1970, si je me trompe pas, ça avait déjà été dans la ville d'Osaka au Japon, mais cet été, c'est aussi dans la ville d'Osaka. Donc évidemment, on voulait savoir à quoi allait ressembler le pavillon du Canada. Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio Guillaume Pelletier, qui est architecte chez GP Architectes, qui lui-même a vécu pendant 8 ans au Japon. Donc, je vais vous accueillir en vous disant konnichiwa. Konnichiwa. Voilà. Ça veut dire bonjour en japonais. Bonjour. Je suis très content d'être ici. Mais nous aussi, on est super contents, Guillaume. Alors, comment ça se passe quand on travaille pour une firme d'architectes et qu'à un moment donné, on est choisi ou sélectionné pour faire le pavillon du Canada? C'est quand même énorme comme commande ou comme invitation. Oui, en fait, c'est toute une suite d'événements en fait qui nous a amenés à ça. Moi, j'ai vécu comme 8 ans au Japon. Je me suis fait un réseau d'amis architectes. Je suis revenu au Québec. Et ensuite, l'exposition est arrivée. Puis là, il y a eu différents concours, en fait, pour différents pavillons. Le premier concours auquel j'ai participé, c'est le pavillon de la Suisse. Et vous aviez pu travailler là-dessus. C'est très drôle, ça. Complètement. Et on n'a pas remporté le concours, sauf que dans cette équipe-là, l'équipe d'exposition à l'intérieur, puis ils cherchaient un autre architecte pour faire le pavillon du Canada. Et donc, moi, j'ai un petit bureau. Donc, j'ai invité mon ami qui a un plus gros bureau, qui est Labossière, Anthony Labossière. Et on a fait un genre d'équipe, un consortium. On a fait un genre de proposition, puis on a remporté le concours. Alors, ce qui est très particulier, c'est que quand on fait une exposition comme ça, le pavillon, c'est quand même 25 millions de dollars pour le construire, mais aussi pour le démanteler. Donc, c'est un pavillon temporaire. Quand on est architecte, habituellement, on vise l'éternité, on vise la durée. Là, c'est tout un défi de se dire, on fait un pavillon qui doit être magnifique, mais à la fin de l'été, bye-bye, ciao, ciao les amis, sayonara. Ah, exactement. En fait, c'est construit sur une île artificielle, donc on peut pas faire un bâtiment standard très lourd, là. Il faut que ce soit montable, démontable, puis il y a toutes les notions d'écologie qui viennent avec ça. Puis c'est pour ça que dans l'équipe, on a eu la chance d'avoir un genre d'entrepreneur qui a chapeauté tout le projet. Puis lui, il faisait beaucoup d'événementiels, comme des stages ou des scènes montables, démontables. Puis c'est lui, en fait, qui a construit le pavillon avec nous. D'accord. Alors, vous avez envoyé à mon collègue Hugo quelques images parce que il faut quand même garder un côté mystérieux. Donc, on voit ça, vous le voyez à l'image. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent à la radio, je veux juste vous décrire. En fait, c'est un pavillon, avec des formes blanches et tout de suite, on comprend la référence quand on est québécois, quand on est canadien. C'est en fait l'embâcle. Donc, au printemps, quand les glaces se défont sur le fleuve, des morceaux de glace les uns par-dessus les autres. C'est vraiment, j'ai utilisé ce mot-là, mais c'est très organique comme architecture. Oui, quand même. Ça rentre dans l'esthétique japonaise, là, de référence à la nature, la symétrie. On a eu beaucoup de brainstorming, en fait, avant d'arriver à ça. Il y a comme 3 ans que le projet a commencé, là. Il y a eu plusieurs versions. Puis c'est aussi avec l'équipe de Mirari, en fait, qui ont fait le concept intérieur. Donc, on a arrimé les deux espaces avec le concept de la glace, qui est très fédérateur, en fait, au Canada, là, l'histoire de l'eau, de la côte est à la côte ouest. De la côte est à la côte ouest, on haït l'hiver, puis on a hâte que la glace fonde. Non, mais c'est quand même quelque chose, quand on dit quelque chose qui caractérise le Canada, au-delà des différences culturelles, au-delà des différences politiques, quand même, cette notion-là de purement géographique, c'est quand même rassembleur. On voit le pavillon, tout de suite, on se dit, ouais, c'est pas mal à ça que ça ressemble, mon pays. Et ce qui est génial, en fait, c'est l'espace au centre. Là, c'est l'espace de rassemblement. C'est là où vont avoir lieu les spectacles. Et donc, en fait, on rentre vers la gauche et on fait comme un fer à cheval. On revient sur nous-mêmes. Là. Donc, l'exposition est en arrière et on termine dans l'espace central où il y a les spectacles, l'espace de chaleureux, en fait, là, ce qui nous représente. Il y a des tables à pique-nique. Donc, on peut faire un peu la fête au centre. Alors, il va y avoir au cours de l'été à l'exposition universelle d'Osaka, dans le pavillon du Canada, Pierre Lapointe va être en spectacle, Lisa Leblanc, Élie Sapie. Je trouve que ça représente bien Pierre Lapointe, qui est québécois, Lisa Leblanc, qui vient du Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas. Élie Sapie, bien sûr, d'origine autochtone. Donc, en fait, toute la culture canadienne dans son ensemble est représentée. Guillaume, vous nous l'avez dit, vous avez vécu 8 ans au Japon, 6 ans à Tokyo, 2 ans dans une autre ville. En quoi vous comprenez
l'âme japonaise ou la culture japonaise, puis en quoi ça a aidé pour la création du pavillon? Ça, c'est une grande question, en fait. Oui. C'est très difficile. Même après toutes ces années, la langue, je la maîtrise, là, mais pas parfaitement. J'apprends encore plein de choses. À chaque instant, il y a quelque chose qui peut me surprendre. Donc, je suis toujours en apprentissage. Donc, c'est vraiment comme garder, être attentif, être modeste. C'est ça que moi, je retiens beaucoup du Canada. Pas du Canada, mais de l'expérience du pavillon japonais au Canada. Mais parce qu'il y a plein de gens. Oui, vas-y, Cybèle. Ben moi, je me demande à l'inverse, parce que ça me fait penser ta question. On semble être toujours ouvert aux autres cultures. On veut savoir si c'est des cultures qui sont très, qui sont tellement vieilles, qui sont tellement ancrées. Est-ce que eux, à l'inverse, sont attirés et curieux d'en apprendre plus sur notre culture? Quand toi, tu vivais là-bas, est-ce que il y avait cet intérêt-là pour le Québec, le Canada de la part des Japonais? Ah oui, ils sont très, très ouverts. Mais c'est pour ça que j'ai amené, en fait, la mascotte de l'expo, qui est Miyaku Miyaku. En fait, ça fait partie des thèmes de l'exposition. On reconnaît le soleil levant, en fait. Puis c'est plusieurs soleils levants déformés. Puis c'est pour inciter les Japonais, en fait, à ouvrir encore plus leurs œillères sur la diversité. Parce que c'est une île. Hein? Oui. En fait, c'est une série d'îles, mais il y a une mentalité très insulaire. C'est un pays dont on dit très souvent qu'il est assez rigide. Et donc, l'expo sert aussi à ça, à faire en sorte que les Japonais qui vont aller à l'expo vont découvrir d'autres cultures. Exactement. Ils sont un peu conservateurs, mais c'est beaucoup la culture et la langue qui fait ça. Mais ils sont quand même très ouverts. Donc, l'exposition va servir justement à faire une nouvelle époque, on va dire. Ouais, on l'espère. Alors, il y a plein de gens qui nous écoutent sûrement qui vont, parce que le Japon, c'est une destination touristique hyper populaire. Moi, j'y suis allée l'année dernière avec Richard et mon fils. On y retourne cette année. On va aller à Osaka. Qu'est-ce que tu nous recommandes, Guillaume, parce que les billets coûtent quand même assez cher pour rentrer à l'exposition. C'est 75 $ par personne par jour. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes de faire quand on est à Osaka ou quand on est au Japon? Il y a plein de choses à faire. En fait, là, à 30 minutes de train, on arrive à Kyoto. Déjà, on peut aller voir plus de choses traditionnelles. À Osaka, moi, je dis toujours, c'est un peu comme le Québec. Si on dit que Tokyo, c'est comme Paris, avec l'accent parisien, Osaka, c'est plus familial. Ah. Il y a beaucoup de comédiens, d'artistes, chanteurs. Les gens sont proches de leurs émotions. Donc, juste à Osaka, il y a plein de choses à faire en ville. Puis sinon, il y a plein de musées, plein d'expos, un peu partout. L'exposition, il y a plein de pavillons aussi. Là. Le système de réservation est un petit peu complexe, là, mais c'est juste pour pas que les gens attendent en ligne. En fait. Ah, d'accord. Ça donc, marche avec le téléphone. Le billet à l'avance. Juste dire, parce que c'est quand même important, donc ça, tu nous parles du pavillon lui-même, mais à l'intérieur, c'est fait avec la collaboration de Robert Lepage. On connaît la passion de Robert Lepage pour le Japon, le nombre de pièces de théâtre qu'il a faites, que ce soit que ce soit La dérive des continents, peu importe, le nombre de pièces qui parlent du Japon. Donc, la conception à l'intérieur, on va se promener avec un espèce de petit... un iPad. Oui, un iPad avec de la réalité augmentée. Ça a l'air absolument exceptionnel. Donc, ça nous coûte 25 millions, mais je pense qu'on va en avoir pour notre argent. C'est une grosse expérience de réalité augmentée, en fait. Puis je pense que tout le monde va pouvoir se reconnaître à l'intérieur du pavillon. En fait, tous les Canadiens vont se retrouver à quelque part. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu nous parler de ça. Guillaume Pelletier, architecte chez GP Architecte, qui fait partie de cette équipe qui nous donne, qui donne aux Japonais, en fait, le pavillon du Canada pour que eux apprennent à mieux nous connaître et que nous, on apprenne aussi à mieux les connaître. Merci beaucoup. Domo arigatou gozaimasu.